Devin Haney contre Régis Prograis, c'est l'un des combats de boxe anglaise les plus attendus de l'année, une vraie guerre stratégique dans une confrontation où règne déjà une tension palpable. Le Chase Center de San Francisco en Californie sera le théâtre de cette bataille épique le samedi 9 décembre. Un rendez-vous qui promet d'être gravé comme l'un des meilleurs combats de 2023. Devin Haney, invaincu avec 30 victoires à son actif, revient sur ses terres natales de la baie pour un défi de taille. Conquérir un titre mondial dans une deuxième catégorie de poids, montant de la catégorie des légers à celle des super légers. Après avoir unifié les titres majeurs WBC, WBA, IBF et WBO face à George Kambosos Jr. en Australie et confirmé dans la revanche encore plus convaincante, Devin a défendu ses titres face à la légende Vasily Lomachenko dans un combat serré et controversé. Le jeune prodige de 25 ans se trouve maintenant face à l'opportunité de marquer davantage l'histoire du noble art en allant chercher la ceinture WBC de la catégorie du dessus. Face à lui, Régis Prograis, le champion actuel WBC avec une défense en titre, est plus que déterminé à prouver sa suprématie dans la catégorie des 140 LBS. Avec 29 victoires dont 24 par KO pour une seule défaite en 2019, Prograis se présente comme un underdog dans ce combat et cela l'énerve, cela le motive à détruire son prochain challenge qu'est Devin Haney. Les enjeux sont énormes. D'un côté, Haney cherche à devenir un champion dans deux catégories de poids différentes. De l'autre, Prograis veut marquer sa dominance chez les 140 et potentiellement s'installer dans le ranking pound for pound. Cette confrontation est plus qu'un simple combat, c'est un affrontement de style, d'ambition et de rêve. Ce 9 décembre, deux destins s'entrecroisent pour un moment de boxe inoubliable. Au-delà des enjeux, ce combat est une vraie intrigue stratégique et on vous analyse ça maintenant avec Aldric Cassata. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aldric, comment vas-tu? Salut mon Chris, très bien. Et toi? Très bien, très content qu'on se lance sur la boxe anglaise parce que franchement, c'est passionnant. Amis belges, amis français, pour voir ce superbe combat en live ou en décalé, ça se passe sur DAZN. On vous a mis les liens en description pour choper votre abonnement. D'ailleurs, précision très importante que DAZN m'a notifié, ce sera en différé sur le linéaire. Par contre, ce sera en direct sur l'application. Donc, si vous voulez voir ça en direct, allez sur l'application DAZN. Pour les Français, pour les Belges, le linéaire et l'application, ce sera en live. Alors, on va se lancer directement dans les profils, forces et faiblesses. On va commencer par Régis Prograis, qui est peut-être un peu moins connu du grand public. Comment est-ce que tu le décrirais? Ah, je t'ai préparé plein de trucs. Je t'ai préparé plein de trucs, mon Chris. Après, on mettra un peu de J'adore ça. Après, on mettra un peu de contexte sur cet affrontement. Mais déjà, on va parler de Régis Prograis. Progrès, pardonnez-moi, on ne lui a pas demandé quelle était la bonne présentation. 1m73, 170 cm de reach. C'est beaucoup plus. C'est très en dessous de Devin, on y reviendra après. 34 ans, 29-1, une seule défaite en carrière. Petite anecdote, c'est très rare à ce niveau de compétition. Record amateur négatif. Il a 4-8 en amateur, dont deux défaites, pas consécutives, mais deux défaites contre Errol Spence. Mais ouais, il a 4-8 en amateur. Donc à ce niveau-là, c'est très rare. La plupart du temps, les gars ont des records. Pas forcément beaucoup. Devin Haney, il a une quinzaine de combats amateurs, pas plus, mais négatifs. Surtout avec du 4-8, c'est très rare. C'est l'adversaire de Devin Haney qui a le plus gros KO power. 82%, 29 victoires, 24 KO. Il est très durable puisque lors de son avant-dernier combat, il a mis un KO à la 11e reprise. Donc, il est vraiment capable d'aller, même en deuxième, voire toute dernière partie de combat. Et ça a son importance, retenez bien. Dernière partie de combat, il est capable d'aller chercher le KO. Et c'est un vrai 140 livres puisque dans cette catégorie, où il y a aussi des Teofimo Lopez et compagnie, c'est rare que les gars ne soient pas allés faire un petit tour à 135. Lui, c'est un vrai 140 qui est même parti voir un petit peu au-dessus, mais jamais en dessous. Voilà comment je définirais son profil. Puncher, plus à l'aise à longue distance et il aime rentrer. Tu vois, il a une pattern qu'on identifie vraiment sur ses 3-4 derniers combats où il rentre, vraiment il rentre. C'est du rush, il rentre fort sur des combinaisons de 3-4 coups. Et en fait, c'est souvent 1-2 et là où il se donne de la liberté, c'est sur 3-4, c'est-à-dire que des fois c'est crochet-crochet, des fois c'est direct crochet, mais il part de loin sur des combinaisons à 3-4 coups.
C'est comme ça qu'il met son KO à son dernier combat. C'est pas d'une très très grande technicité pour être honnête, mais c'est un boxeur très solide et très rugueux et extrêmement physique. Mhm. Alors, précision importante, il est gaucher. C'est un combat en garde ouverte, hein. On va le notifier parce que surtout du côté de Devin Haney, on sent qu'il adapte sa défense par rapport à s'il est en garde ouverte ou en garde fermée, je trouve. Moi aussi, j'avais noté que c'est plutôt un contreur, hein, progrès. Justement, je trouve que il est de temps en temps mis en difficulté quand il est forcé à mener le jeu, notamment dans son dernier combat, hein. Il a été un peu critiqué quand même dans sa performance contre Zorrilla, et justement c'est parce que Zorrilla le laissait mener le jeu, et c'est plus problématique pour lui quand c'est lui qui doit initier l'action. Je pense que c'est quelqu'un qui préfère peut-être réagir à son adversaire. On a eu le même problème en MMA avec Anderson Silva. Dès qu'un adversaire rentrait dans le jeu d'Anderson Silva, c'était roue libre et quartier libre pour Anderson Silva. Dès que Anderson devait mener le jeu, c'est là où on avait des combats peut-être un peu plus ennuyeux et un peu plus critiquables de son côté. Alors justement, par rapport aux distances, moi je trouve que là où il fait le meilleur de son taf, c'est à mi-distance. Euh, et sa manière de rentrer dedans, c'est évidemment en combinant, mais surtout avec des mouvements de tête proactifs. Donc il va constamment bouger la tête, il va beaucoup feinter, et ça lui permet de rentrer à mi-distance parce que sa tête est jamais sur le. Bah, c'est une cible mobile, on va dire. Donc c'est compliqué pour son adversaire de trouver cible quand il rentre dans une distance qui est intéressante pour lui. Et ça lui permet aussi les feintes, en tout cas, ça lui permet de provoquer des initiations chez son adversaire et de contrer. Et donc là, je vais utiliser un terme que j'avais beaucoup utilisé pour McGregor quand il arrivait à l'UFC. Pour moi, c'est un contreur agressif. Ce que j'entends par là, c'est que c'est quelqu'un qui va mettre la pression sans pour autant mettre du volume. Donc il va mettre la pression, il va essayer de prendre le centre du ring, il va essayer d'avancer dans le but que son adversaire engage avec des jabs, par exemple, pour essayer de maintenir une distance, et c'est là-dessus qu'il va aller chercher le contre. Par contre, encore une fois, on va nuancer, on l'a vu dans son tout dernier combat, il cadre pas très bien. Il est capable de mettre de la pression, mais ce qui lui manque, c'est une capacité vraiment à cadrer son adversaire pour le foutre dans un corner, on va dire dans un coin. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer du côté du clan de Devin Haney, je suppose en tout cas. Passons justement à Devin Haney. Comment est-ce que toi tu le Alors, décrirais? Devin Haney, si tu permets, on met un petit peu de contexte autour de ça, parce que c'est rare, je trouve, je le Mhm. disais dans pas mal de podcasts précédents avant même, je savais même pas qu'on allait parler d'anglais, parce que je parlais déjà de ma passion pour cette catégorie 135-140 livres. On avait fait Garcia il y a une semaine à peu près. J'avais déjà parlé de la catégorie 135 alors Garcia montait à 140. Là, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un contexte à définir. Oui, on est à 140, mais très clairement, on sent quand même que c'est un affrontement qui sert à soit préparer Gervonta Davis, soit en tout cas à ne pas le prendre tout de suite. Parce que David Haney, il fait très facilement le poids, même si c'est un cutter. C'est-à-dire que dans cette catégorie où je vais identifier les 4 fantastiques un peu, et c'est rare de les avoir, on a un Gervonta Davis, 29 ans, 29-0, David Haney, 25 ans, 30-0, Shakur Stevenson, 26 ans, 21-0, et je mets quand même des guillemets parce qu'il est toujours là, l'ancien, Vassil Lomachenko, 35 ans, 17-3, qui lui vient même de 2 ou 3 KT en dessous et qui est monté parce qu'il n'y avait pas de challenge dans cette catégorie-là. Donc on a ces 4-là. Il y en a 2 qui se sont déjà affrontés puisque Devin Haney a battu Lomachenko. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement, il perd peut-être 4 ou 5 rounds et on reviendra après sur les rounds que Haney perd. J'ai fait une petite étude dessus. Cela étant, pour moi, la victoire est nette. Comme je le disais, Haney, je pense qu'il cut. On n'en est pas au cut des combattants de MMA. Mais je pense que 135, il les fait facilement et avec un rebond peut-être à 10 livres au-dessus, je pense. Ouais, je pense qu'il reprend 10 livres à peu près. Donc, je pense que 140 ou 135, c'est pas un problème pour lui. Et on a très bien vu la différence de gabarit quand il a pris Loma. Comment je le qualifie? Eh ben, de ces 4 fantastiques, c'est celui qui est le plus, le plus varié quand même. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre ses débuts de combat et ses fins de combat. Quand je dis celui qui est le plus varié, on sait que Gervonta, c'est un très gros puncher, 93% de finition par KO. Loma, c'est un styliste qui aime bien quand même rentrer dans la poche. Shakur Stevenson, on sait qu'il peut être ennuyant lors de son dernier combat. Il est assez difficile à regarder pour être honnête. Il use beaucoup du jab.
Et Devin, j'aime bien parce que, voilà, première partie de combat, c'est souvent de la prise de distance. Et il laisse quand même les choses, alors pas dégénérer, mais tu sens qu'en deuxième partie de combat, d'ailleurs, c'est là qu'il perd ses rounds. J'y reviendrai dessus un petit peu plus tard. Il laisse un petit peu plus de place à la bagarre, entre guillemets, même si ça reste très pugilistique et très technique, très niché ce qu'il fait. Mais tu sens qu'au bout d'un moment, il désengage moins et il laisse un petit peu les échanges se faire. C'est comme ça que je le qualifierais. Ouais, j'aime bien la façon dont tu l'as décrit. Moi, je trouve justement là où le bas blesse pour lui, c'est à mi-distance. C'est quand il part en bagarre. Et j'aime bien le fait que tu soulignes que dans les deuxièmes parties de combat, c'est là où il se laisse un peu plus aller dans ce qu'on appelle la bagarre et pas la technicité fine du noble art. Et c'est là où il va perdre ses rounds. Parce que par défaut, euh, je le trouve assez textbook. Tu vois, c'est quelqu'un. Si tu es un coach d'anglaise, c'est plus le style de Devin Haney que tu vas vouloir enseigner, je trouve, à tes combattants. Sur les débuts de round, il est fort en mode toucher sans être touché, qui est vraiment Exactement. la définition même de la boxe anglaise. Je le considère comme un outfighter, donc c'est quelqu'un qui est meilleur à distance de bras tendu ou au clinch. Je trouve qu'il a un très bon clinch, des bonnes entrées en clinch. Il travaille bien à partir de là. Il utilise avec les bonnes stratégies de fatiguer son adversaire, d'aller toucher de temps en temps, de chercher peut-être à le frustrer. Euh, il a la simplicité, je trouve, dans son approche de la boxe. Je rentre, j'attaque, je sors avant le contre. Et donc il fait beaucoup de défense anticipative, si tu vois ce que je veux dire. Il va envoyer un direct plongeant, il va faire un roll under pour anticiper le check hook. Il a pas mal de systèmes comme ça où il va rentrer sur une, deux, maximum trois frappes et puis il va sortir en anticipant qu'il y a un contre qui va arriver à ce moment-là. Il se positionne très latéralement par rapport à son adversaire. On dit souvent en boxe anglaise que plus tu es latéral par rapport à ton adversaire, ben moins il y a une zone facile à toucher. Si je suis de face par rapport à toi, facile de toucher tout mon corps. Si je me mets plus perpendiculaire à toi, tu as moins de cibles ouvertes. En garde fermée, il utilise la filichelle, mais c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que son adversaire, c'est un gaucher. Et en gaucher, il est plus en high guard. Il va plus favoriser la garde haute, peut-être jauger avec sa main avant. Donc il faudra calibrer là-dessus par rapport à Régis Progrès quand il fait son analyse du style de Devin Haney. Il ne doit pas confondre le Devin Haney en garde fermée et celui en garde ouverte. Et alors, pour moi, il a un excellent jab. Son up jab, il le travaille bien. Son jab classique, son jab au corps. Il gère très bien le rythme du combat grâce à ce jab et il construit son jeu derrière son jab. Encore une fois, ici on est en garde ouverte. Il a un bon jab en garde ouverte, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes angles. Donc, il devra aussi un peu mieux gérer ses angles par rapport à l'utilisation de cette arme qui est importante dans sa façon de combattre. Et dans un combat face à un gaucher, tu l'utilises différemment que dans un combat en garde fermée. Juste la petite étude dont je te parlais, voilà, j'ai regardé les 5 derniers combats. On a une grande majorité. Il y a des sans faute, hein. Il y a un combat contre Gombo et un combat contre Santiago où il perd 0 round. Disons que légalement, là, c'est un sans faute. Par contre, en règle générale, que ce soit Lomachenko, que ce soit Linares, eh ben, il perd les 3 derniers ou 3 des 5 derniers. Les deuxièmes parties de combat, quand c'est des combats entre guillemets accrochés, sont plus difficiles. C'est un fait, en sachant que Prograis est constant. Et c'est vraiment. Prograis, c'est rare à ce niveau de poids. Mais j'ai envie de faire un parallèle complètement fou. Euh, Il y a peu de garçons comme ça, normalement, dans des petites catégories. C'est plutôt les poids lourds qui sont comme ça. Tu sens pas une boxe exceptionnelle, et je parle de boxe offensive, mais tu sens un physique, par contre, exceptionnel. Vraiment, tu le sens. Tu le vois, là, il y a les embedded, enfin, les reportages qui sont sortis. Il est solide physiquement. Tu sens vraiment la force pure. Et c'est des profils qu'on retrouve, je trouve, plus souvent en poids lourd. Alors, je dis pas qu'il est. Attention, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il est nul. Loin de là, je ne me permettrai certainement pas de dire ça, mais tu sens que c'est pas une boxe ultra technique. C'est un mec qui a des bons mouvements de tête, mais qui frappe fort et qui frappe durablement fort, si on pouvait parler comme ça. Et c'est plutôt des profils Mhm. qu'on retrouve en poids lourd, je trouve. C'est rare de voir des profils comme ça, et c'est peut-être pour ça, justement, qu'en amateur, ça collait pas plus que ça. La boxe amateur étant plus axée sur les touches que sur la puissance. Mais ouais, c'est plutôt des profils que tu trouves en poids lourd et c'est vraiment rare de les trouver à 140 livres.
Ouais, et ça rejoint un peu cette description aussi du style un peu plus contreur que j'attribue à Régis Progrès. Il a un volume de jeu qui est moindre, ce qui peut potentiellement lui justifier pourquoi sa puissance de frappe et son KO power se traduit sur une durée d'un combat sur 12 rounds. C'est parce que il a besoin que son adversaire fasse quelque chose pour que lui fasse quelque chose également. Et donc il est moins dans le volume, il a un output qui est beaucoup plus bas. Et donc, ça lui permet, bah, étant donné que sur un combat, il va envoyer en moyenne moins de frappes que le combattant moyen en boxe anglaise, de mettre plus d'intensité dans ses frappes. Quand tu as des combattants qui sont plus sur le volume, bah forcément, ils peuvent pas mettre volume et intensité, sinon ils vont se griller et après 5 rounds, il n'y a plus rien qui peut sortir de qualitatif. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment plus chez les poids lourds, parce que les poids lourds vont beaucoup plus souvent travailler en burst, exploser, et donc utiliser plus d'énergie sur chacune de leurs attaques. Comme ils utilisent plus d'énergie sur chacune de leurs attaques, ben, ils attaquent moins souvent parce que sinon, ben, tu as des rounds après le septième qui deviennent vraiment dégueulasses. Parlons justement stratégie. Donc sur nos épisodes, pour ceux qui nous découvrent, parce qu'évidemment on est une chaîne à la base MMA, ici on fait une analyse en boxe anglaise, donc on a généralement un fil conducteur où on va établir les profils des deux combattants, ça on vient de le faire, et puis on va parler des stratégies, des game plans qu'ils peuvent utiliser dans ce combat. Moi je t'avoue que j'ai une crainte dans ce combat, parce que pour moi, selon l'approche que les deux combattants choisissent, soit le combat sera pas très agréable à regarder, soit il sera ultra agréable à regarder, et j'ai pas l'impression qu'il y aura un juste milieu. C'est vraiment l'un ou l'autre. Je vais expliquer pourquoi je pense ça. Donc, si Devin Haney se dit, je vais le laisser prendre le lead parce qu'il n'aime pas ça, et que Régis rentre sur le ring en se disant, je vais attendre qu'il engage pour le cueillir, on va avoir quelque chose avec peu d'activité. En revanche, si Régis se dit je vais le mettre sous pression pour maximiser le temps de combat à mi-distance face à un Devin qui se dit je vais bosser activement de l'extérieur, là on devrait avoir quelque chose de splendide et je pense sincèrement qu'on se dirige vers l'option B. Donc moi ça me plaît. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ces deux schémas potentiels de combat. Je te suis à 100%, mais je pense quand même que, en tout cas dans la première partie de combat, on va voir un Devin Haney prudent. Oui. Parce que bah déjà, c'est ce qu'il fait de coutume. Normalement, en règle générale, tu as l'impression que c'est un peu un ordinateur, c'est-à-dire qu'il sécurise en général la première partie du combat pour pouvoir des fois soit se lâcher, soit pas se lâcher. Il a fait des combats aussi extrêmement sérieux où j'en parlais, où il fait du 12-0, hein, où il gagne les 12 rounds. Il en a fait dans ses 5 derniers combats, il y en a quand même 2. Cela étant, je pense que s'il y a de la surprise un petit peu et si on vibre un petit peu, ce sera un petit peu comme contre. C'était quoi? C'est Diaz qui l'avait pris où ça a frappé un petit peu en deuxième partie de combat. Et, Diaz, il a eu du mal, hein. C'était pas un combat facile pour lui. ouais. Mais tu vois, c'est surtout la deuxième partie de combat où il s'est fait toucher, je trouve. Et ouais, je pense que si guéguerre il y a, ce sera plutôt à partir du 7e ou du 8e si c'est pas fini. Maintenant, moi, je vois le début de combat dans un sens. Franchement, je pense que s'il est prudent et s'il utilise son jab et ses déplacements, je pense que Prograis, parce que, ok, soi-disant, il monte dans une KT contre un Prograis qui est, comment dire, qui est titulaire, entre guillemets, dans cette KT. Il n'est jamais descendu en dessous, mais il y a quand même 10 cm de reach d'écart. Et s'il ne va pas à la guerre, il ne le touchera pas, clairement. Parce qu'il y a quand même 10 cm, ils font la même taille, 173, 1m73, mais il y a 10 cm de reach à l'avantage de Haney. Et si Haney jab et désengage en tournant, il le fait très bien. Petit rappel de notre analyse de la semaine dernière avec Garcia. On savait que Garcia était peut-être pas capable de le faire tout le combat, ça s'est vu. Et Haney, s'il a envie, il est capable de le faire tout le combat. Donc, moi, je le vois vraiment prendre la température et je pense que nous ne vibrerons pas avant le 7e ou le 8e, le moment où il aura peut-être envie d'échanger un petit peu plus fort. Mais je pense que la première partie du combat va être à sens unique. Ouais, bah écoute, moi dans mes notes, hein, j'avais préparé, et je pense que tu vas me rejoindre dessus du coup. Pour Devin Haney, je pense que ce qui va bien fonctionner évidemment, c'est les feintes, parce que face à quelqu'un qui contre, utiliser des feintes pour le faire réagir, pour le faire taper dans le vent, ça va le frustrer, ça va le fatiguer, ça va le rendre plus attentiste à contrer, parce que si tu feintes que le mec il contre dans le vent, bah à un moment il se dit bah il y a tellement de feintes qui vient que je vais plus réagir à ces feintes, et Non. c'est là où bah, pas de réaction est une réaction, comme je dis, tu feintes plus, tu attaques à ce moment-là, et tu sais qu'il y a un contre qui ne vient pas, ou bien tu feintes pour créer ce contre
contre et contrer le contre. Je trouve qu'il aura besoin d'un footwork proactif et défensif pour rester loin des cordes, parce qu'un des gros risques, évidemment, c'est d'être beaucoup proche des cordes, ce qui va l'empêcher de pouvoir désengager et ce qui va forcer une mi-distance que Prograis va certainement rechercher. Et donc, maximiser les single attaques. Forcément, plus ta combinaison est longue, plus tu restes dans une zone où ton adversaire peut faire un petit step pour venir te toucher. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y a une distance à laquelle Haney peut tendre son bras, toucher, et à laquelle Progrès, sans avancer, ne peut pas toucher. Donc si tu combines, bah, tu laisses une fenêtre de temps pendant laquelle Régis Progrès pourrait avancer et rentrer dans une distance où il peut te toucher. Donc les single attaques seront de mise, je trouve, et donc ça rejoint ce que tu dis. Hein. Jabber de l'extérieur, c'est typiquement utiliser un footwork proactif, défensif pour essayer loin des cordes, et des single attaques, parce que c'est le jab. Et alors, être patient, frustré, je pense que s'il arrive à prendre les premiers rounds juste avec son jab, qu'il prend les 4 premiers par exemple, Ouais. ben, Progrès à un moment il va se dire bon bah je suis obligé de prendre quasi la totalité de ceux qui restent, je vais devoir activer, je vais devoir m'exposer, et on a déjà vu un Progrès se frustrer, surengager avec son direct, sortir de ses positions et être exposé au contre, et je pense que c'est là plus tard dans le combat où Haney aura des ouvertures pour peut-être être un tout petit peu plus spectaculaire aussi. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Du côté de Progrès, quels seraient les éléments stratégiques à mettre en place pour maximiser les chances de victoire? Vraiment, je ne vais pas le rabaisser, mais je pense que s'il ne crée pas le brawl et la guéguerre dans la poche, en tout cas, limite corps à corps, il a très peu de chances de. Parce qu'on a vu, soit il rentre de loin avec ses setups 1-2 et comme je le disais, avec un enchaînement de 3-4 coups, soit effectivement, ça vient contrer. Contrer, je pense qu'il va avoir quand même du mal. Et il faut qu'il donne envie à Aîné de le toucher pour pouvoir essayer de passer un contre. Je le vois en boxe pur, avec des déplacements et tout, je ne le vois pas sur une partie technique, sur un combat posé. Je ne le vois pas du tout mettre en difficulté Aîné. Je pense qu'il faut créer le brawl et essayer de toucher en contre. Ouais, je te rejoins. Je pense que pression et cadrage, ça fera partie. C'est les deux éléments clés justement pour pouvoir créer ce brawl, hein, comme on dit. Dans un combat mesuré et calculé, il se minimise les chances de victoire. Si il arrive à bien mettre la pression, à bien cadrer, il va pouvoir rencontrer Haney un maximum de fois à mi-distance, et c'est là où il peut faire son meilleur taf. Je pense qu'il doit éviter le clinch aussi, pas qu'il est moins fort au clinch, mais ça va permettre à Devin Haney de rentrer dans une autre zone de confort qu'il a. Hein. Donc distance lointaine, distance très rapprochée sont les zones de confort de Haney. Il doit combiner. Et pour moi, il doit venir avec des contres inhabituels. Tu vois, j'en parlais en début de podcast. Haney, il a des systèmes de défense anticipatifs. Il va attaquer, il va partir sur un système de défense qui anticipe le contre classique. Il va envoyer son direct, il va faire le roll under, parce que très souvent, sur le direct, il y a un check hook qui vient. Et je pense que s'il a quelques contres inhabituels, il pourrait justement surprendre en se disant, OK, quand Haney il va m'attaquer comme ça, il va faire ce mouvement de défensif anticipatif. Si j'envoie cette frappe alors qu'il s'attend à celle-ci, je peux créer une collision, le surprendre, et c'est là où généralement tu as des potentiels KO aussi. Euh, donc voilà, moi c'était ça que j'avais pris dans mes notes, et c'est ça qui rend le combat assez intéressant aussi, parce que j'ai tendance à dire que Haney est peut-être une marche au-dessus de Prograis. Prograis est quand même plus habitué à cette division de poids. Il a une puissance de frappe qui est capable d'éteindre Haney, et donc Haney doit réaliser le combat parfait pour gagner. S'il a un manque de lucidité à un moment, ça peut changer toute la dynamique du combat. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on est en train de dire qu'effectivement Aîné a un avantage. Si on devait pronostiquer ça comme on fait d'habitude en MMA, je le mettrais entre 60-40 et 70-30 pour être totalement honnête avec les gens qui nous écoutent. Mais il y a quand même une storyline hyper importante dans ce combat. C'est-à-dire que c'est le gars qui a le plus de KO qu'a rencontré Aîné. Donc sa façon de gérer ce combat, je pense, va nous ouvrir ou pas les portes d'un éventuel affrontement avec Gervonta Davis par la suite. Parce que c'est quand même ça qui se profile. Et je pense que c'est un test du coin de David Haney et de son père notamment, qui gère sa carrière. Et je pense que si ce test est relevé à la perfection, je pense qu'en 2024, on risque de voir ce Davis Haney qu'on a tous envie de voir. Et si ça se passait mal,
c'est pas que ça, on le verrait pas tout de suite, mais ils vont laisser traîner les choses, tu vois, parce que aujourd'hui, Gervonta a 29 ans. Si ça se fait quand il est dans son prime, c'est une perfection. Et tu verras que si ça se passe pas très bien ou c'est compliqué, ben on risque de voir ce combat, mais dans 3 ou 4 ans, quand Gervonta il sera plutôt euh, en, en fin de prime, je dis pas en fin de carrière, mais en fin de prime plutôt que l'année prochaine. Ouais, parce qu'il y a eu une déclaration de Devin Haney qui disait qu'il visait même la ceinture encore au-dessus. Donc il voulait potentiellement combattre une catégorie plus haut. Donc ce qui l'éloignerait potentiellement d'une trilogie. Pas d'une. Qu'est-ce que je raconte d'une trilogie? Du combat contre Gervonta Davis. Justement, t'as un peu mis l'introduction. On va passer aux pronostics et aux préférences de ce combat. Moi, je te rejoins. J'avais en tête un 65-35 à l'avantage de Haney. Et je pense sincèrement que Haney va gagner. Enfin, mon pronostic, je vais pas dire je pense sincèrement. Ça reste un sport de combat, donc tout est possible. Mais je vois Haney à la décision dans un combat où il prend peut-être pas trop de risques, mais pas pour autant que ce soit ennuyeux. Je vais expliquer pourquoi. C'est si tu es trop attentiste contre quelqu'un comme Prograis, il va trouver son chemin pour casser la distance et venir t'attaquer, et c'est là où il est le plus dangereux. Donc, il doit être actif, Heaney. Il doit juste être actif en calculant en maximum le risque, et c'est ça qui va donner un chouette combat à regarder. Ouais, 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 je te rejoins tout à fait. Après, moi, je pense qu'en deuxième partie de combat, il peut accélérer. Et vraiment, à partir, c'est un combat qui, à partir du huitième, peut, où il fait l'erreur de sa vie et il s'en mord les doigts, ou il peut même essayer de finir ce combat parce que j'ai pas trouvé. Alors, c'est pas un garçon que je connaissais. Pourtant, je suis hyper euh, amoureux entre guillemets de cette catégorie. Je l'avais vu combattre qu'une fois auparavant, Prograis, parce qu'il n'est pas spécialement mis en avant, parce que il y a beaucoup d'autres combattants qui me plaisent énormément dans ces catégories de poids. Donc, je dois avouer que j'avais vu qu'un seul de ses combats en live et qui m'avait pas impressionné plus que ça. Malgré tout, il est deuxième de la KT, hein, il est deuxième au monde de la KT. Euh, Cela étant, je vois quand même s'il a un ratio de KO de 50%, et je vois une possibilité pour Eni de finir ce combat à partir du 9e ou du 10e. Ok, ouais, c'est intéressant parce qu'en termes de Côte de Paris, on s'attend à ce que le combat aille à son terme, vraiment. Genre c'est un 80-20. Et on voit seulement 80% enfin on voit 80% de chances que ça aille à son terme et seulement 20% de chances que ça se finisse avant la limite. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour. Aldric, un tout grand merci pour ta préparation. Tout le monde, mettez un petit commentaire avec votre pronostic et aussi ce que vous avez pensé parce que comme on commence à faire les analyses en boxe anglaise, on cherche évidemment à s'améliorer. On sait très bien que c'est pas parfait puisque c'est nos débuts, mais on espère que ça vous plaît, que ça vous motive à voir les combats. Et justement, dernier call to action, si vous voulez voir ce combat et tous les autres gros combats de cette année, Sonny Edwards contre Bam Rodriguez, on a le gros événement avec Wilder et Joshua qui combattent pas l'un contre l'autre mais qui combattent sur la même carte. Il y a vraiment tout sur DAZN. Donc on vous a mis les liens en description. Le lien pour les Belges, le lien pour les Français, comme ça tout le monde est heureux. Aldric, merci, à très vite et abonnez-vous aussi à la chaîne. À bientôt.